Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, bonjour, que la paix soit sur vous et bienvenue à la 33e rencontre des musulmans de France. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Awes Seniguer, donc maître de conférence à Sciences Po Paris, chercheur en sciences politiques et qui a pour thème de prédilection, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais l'islamisme notamment marocain, on en parlera tout à l'heure, il apportera plus de précision peut-être sur son parcours et sa formation. Awes, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Dites-moi, Très bien, je vous quelques remercie. précisions. Simple, une petite précision de forme, maître de conférence à Sciences Po Lyon. D'accord, j'ai dit Paris? Paris. C'est le côté un petit peu... Sans doute. Et un nombriliste parisien, le côté un peu hautain. Je ne dirais pas cela. Vous l'avez pensé? À aucun moment. De bien être ensemble. À On a aucun dit moment. ça. Alors, comment allez-vous? Vous m'avez dit Très bien. Que Dieu soit loué. Awes, vous êtes intervenu tout à l'heure sur la thématique de l'égalité des droits, la fraternité dans l'égalité des droits notamment. Fraternité dans l'égalité des droits D'accord. individuels et unité dans la liberté de penser. Alors en quoi le thème que vous travaillez un petit peu au quotidien est en rapport avec le construisons l'avenir? Est-ce que dans ce que vous étudiez, vous arrivez à apercevoir des points positifs? Si vous voulez, je crois qu'il est important de mettre en évidence le fait qu'un chercheur travaille sur une réalité sociale qui est complexe. Un chercheur est toujours tributaire d'un contexte dans lequel il évolue. Et par définition, l'observateur est amené, par ses travaux, à penser le fait social et par conséquent, par l'analyse qu'il peut proposer, susciter un débat public. Mais ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'un chercheur, en principe, n'a pas la prétention d'apporter les moyens de mieux vivre ensemble. Vous dressez un constat? C'est un constat critique à partir duquel l'ensemble des citoyens et concitoyens, voire des pouvoirs publics, sont amenés ou non à prendre en compte. Un chercheur tel que je le pense, tel que je le conçois, tel que je conçois ma propre profession, qui est aussi une vocation, une passion, c'est de donner des clés de lecture de cette réalité complexe afin que chacun puisse s'en saisir de là où il est. Et pourquoi pas les pouvoirs publics qui eux-mêmes sont amenés à prendre des décisions qui engagent la collectivité dans son ensemble. Alors avec cette radicalisation de terrain des jeunes européens, en quoi l'étude des radicalisés marocains, j'imagine l'islamisme marocain, peut aider, peut participer au débat ici, localement? Pourquoi ce choix? Je dirais que mon travail a porté essentiellement sur des figures de l'islamisme plutôt légaliste, le Parti de la justice et du développement au Maroc. C'est un choix lié à une opportunité scientifique à un moment donné, au milieu des années 2000. Et elle interagit aujourd'hui avec l'actualité, même ici, locale? À certains égards, oui. À certains égards, cela peut être intéressant, dans la mesure où mon travail sur le Parti de la justice et du développement au Maroc a consisté à retracer l'itinéraire de ceux qui deviendront, et qui sont actuellement, les dirigeants principaux, non seulement du parti en question, mais également des dirigeants de premier plan qui occupent des postes importants dans le gouvernement marocain actuel. Je pense notamment au ministre Ben Kiren, le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui lui-même, dans les années 70, a pu nourrir, cultiver une vision révolutionnaire de l'ordre politique. L'objectif d'un certain nombre d'acteurs de l'islamisme marocain avait des perspectives révolutionnaires. Leur objectif, dans les années 70 jusqu'au début des années 80, c'était de renverser la monarchie pour lui substituer un État islamique. Alors justement, comme on invite souvent les jeunes Français de confession musulmane à s'engager politiquement, à être des valeurs ajoutées notamment aussi au quotidien, vous pensez quoi, vous, de ces partis politiques étiquetés musulmans en France? La tradition française ou la trajectoire historique de la France n'est pas celle du Maroc, de la Tunisie ou de l'Algérie. Et on peut comprendre, notamment à l'aune du contexte français et de la laïcité qui s'est construite sur fond de conflits, d'une conflictualité vive entre catholiques, laïcs, entre l'État, l'Église, etc., qu'il y ait quelques doutes ou quelque incrédulité face à des acteurs qui agissent dans l'espace public au nom d'une religion et notamment dans des perspectives explicitement politiques. Cela s'entend. En revanche, il est tout à fait possible, pensable et envisageable que des acteurs, de là où ils sont, avec leur philosophie de la vie, ce peut être des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, des agnostiques, s'engagent au nom des valeurs qu'ils portent dans l'action publique ou l'action politique. Mais il faut marquer une distinction, et je cite souvent cette figure qui pour moi est une figure qui devrait inspirer un certain nombre d'acteurs socio-musulmans, c'est Jacques Maritain. Jacques Maritain est une figure
démocrate chrétienne, un théoricien en quelque sorte, celui qui prépare le terrain au christianisme démocratique, notamment au cours du XXe siècle, avec un ouvrage majeur qu'il publie en 1936, intitulé « Humanisme intégral », consistant, et il dit la chose suivante: il faut rompre avec l'ordre politique chrétien de l'époque médiévale pour entrer dans une nouvelle ère des rapports entre politique et religion. Et il avait cette formule concise qui mérite d'être discutée. Mais la laïcité a plutôt bien fait les choses à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire que la laïcité, quand elle est bien mise en application et appliquée, permet aux croyants d'éthiciser davantage leur rapport au religieux. Plus vous excluez le religieux, et plus vous, on a besoin des politiques pour ça. Il y a des gens qui, tout à l'heure, j'ai rencontré une personne qui étudiait la philosophie politique. Vous, c'est la science politique. Alors, qu'est-ce qui reste de philosophique et de scientifique dans la politique aujourd'hui? Écoutez, j'ai la chance d'avoir deux parcours. Un parcours en sciences politiques, mais aussi en philosophie, notamment en philosophie morale. Et Maritain... Morale, alors, oui. Et morale. Philosophie, oui. Science, morale, est-ce que ça rime avec politique aujourd'hui? C'est possible, oui. De éthiciser le politique, c'est faire en sorte, en quelque sorte, de penser de façon contradictoire et, je dirais, discuter le rôle du politique aujourd'hui. La laïcité, bien comprise, c'est la laïcité en soi et pour soi, en tant que fin. Or, aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs politiques, pas seulement d'extrême droite, hélas, investissent la laïcité comme un moyen beaucoup plus qu'une fin. Et Maritain disait il faut agir en chrétien, non pas en tant que chrétien. Agir en tant que chrétien par les valeurs qu'on porte, dans son cas le rapport à la transcendance de type chrétien. Et en chrétien dans la cité, vous n'avez pas à déclarer votre appartenance au christianisme pour bien agir, pour le bel agir. Tout à fait, on peut... Et cela montre la capacité du croyant, quand il pense un rapport critique vis-à-vis de sa religion, à entrer dans le siècle sans conflictualité nécessaire avec les autres composantes de la société. Alors sans pour autant vous prononcer, mais tout en étant très direct quand même, qu'est-ce que pour le bien-être, hein, le thème c'est Ensemble, construisons l'avenir. D'un point de vue politique, vous invitez les Français de confession musulmane à se diriger vers quel, j'allais pas dire vers quel bord, mais quelle est leur direction? Et là on est très politique. Alors, je reprendrai la formule de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu disait... Comme un pronostic de football. Là, il faut faire quelque chose. Pierre Bourdieu dit le sociologue n'a pas à dire ce qu'il faut faire. Mais en revanche, ce qu'il peut dire, c'est que ce que l'on s'apprête à faire n'est pas forcément une bonne chose et de dire ce qu'il ne faut pas faire éventuellement. Alors, allons-y sur le qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire. Il ne faudrait surtout pas, aujourd'hui bien plus qu'hier, idéologiser la laïcité. En faisant, et je pense notamment Raphaël Yuger le dit très bien, en faisant un moyen qui donne le sentiment qu'une partie de une composante de la société française est mise à la marge, exclue en quelque sorte de la capacité à entrer et à promouvoir un récit national. Donc vous défendez un esprit assez libéral de la laïcité. Un esprit assez libéral qui puisse aussi mettre en perspective le fait que nous puissions discuter de tout, de la religion comme de l'athéisme, comme de l'agnosticisme, et mettre au risque la foi dans l'espace public. D'accord. Et à l'approche de l'euro, on peut le faire ce pronostic? Vous allez peut-être là être beaucoup plus prolixe. Écoutez, allez, et après on conclut. Par rapport à l'euro? Oui, football, on parle sport. Moi qui aime le football, j'ai du mal à faire un pronostic. Oui. Je suis très prudent. Même jusqu'au football, vous ne vous prononcez pas. Je fais de la sociologie jusqu'au football. Bon, bah écoutez, AOS Séniguer, peut-être hors caméra, j'aurai la chance d'obtenir de futurs éléments. Je vous en parlerai quand même. Je vous remercie. Merci de votre accueil. Eh bien, merci pour votre sourire et pour votre note d'optimisme que j'ai quand même perçu chez vous. Vous voyez, ça fait vraiment plaisir. L'optimisme de l'intelligence, même si parfois il y a le pessimisme de le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Voulu, c'est ça. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous salue. J'espère vous retrouver, Inch'Allah, bientôt pour de nouvelles interviews.